Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture ponctué, j'en ai peur, de nombreux ronflements de la part de la petite chienne qui est en train de dormir ici à mes pieds, mais sans plus tarder je vais tout de suite vous présenter les 6 livres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le premier livre dont je vais pouvoir vous donner mon avis, c'est Tragic Circus. Je vous parlerai ensuite du livre Le secret de la Dame en rouge. Je vous dirai également ce que j'ai pensé du tome 2 du Cercle des Canailles. Je vous parlerai par la suite de Les Petites Reines. Il sera ensuite temps pour moi de vous donner mon avis concernant Remember Yesterday. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous parlant de La Promesse. Alors le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Tragic Circus, qui est sorti aux éditions du Chat Noir. C'est un récit à 4 mains écrit par Mathieu Guibé et par Cécile Guillot. Ce livre, je l'ai obtenu grâce à une masse critique Babelio. Je l'ai donc lu il y a quelques semaines de ça lorsque je me suis rendue à Épinal. D'ores et déjà vous dire que j'ai été assez déçue par cette lecture à laquelle j'ai dû mettre la note de 2,5 sur 5. On est dans un univers que pourtant j'apprécie beaucoup, c'est l'univers du cirque. On va faire la connaissance de Catalina qui est une diseuse de bonne aventure. Elle vivait avec sa grand-mère, elle avait sa propre roulotte. Et voilà, elle gagnait sa vie comme ça en faisant des prédictions, mais sa grand-mère, lorsqu'elle va décéder, va la laisser complètement toute seule et complètement démunie. Et à l'approche de l'hiver, Catalina ne va pas avoir d'autre choix que de proposer ses services auprès du cirque Andriani, qui est un cirque ambulant. Elle va être immédiatement embauchée. Mais elle va se rendre compte que sous les paillettes et sous le strass qui semble émaner de ce cirque, une fois le rideau tombé, il se cache des choses pas très glorieuse de l'autre côté en coulisses. J'ai eu un petit peu de mal avec les personnages de cette histoire. Déjà on fait la connaissance de personnages très diversifiés on va dire, mais Catalina c'est une femme que j'ai relativement bien appréciée, contrairement à ses collègues de travail qui se révèlent atypiques et particulièrement antipathiques. L'histoire est assez originale dans le sens où elle alterne d'un chapitre sur l'autre, on suit Catalina et on va également suivre en parallèle Pierre qui est un musicien qui va se marier avec une jeune femme qui elle est chanteuse et il va se retrouver un petit peu dans l'ombre de sa femme, ce qui va beaucoup le frustrer. J'ai pas très bien tout de suite compris le rapport tout simplement entre cette histoire qui concernait Pierre et l'histoire qui concernait Catalina. Le monde du cirque est un monde très différent du monde de la musique dans lequel évolue Pierre. Évidemment un rapport il y en a un qu'on va finir par comprendre petit à petit au fur et à mesure que cette intrigue avance jusqu'à la révélation finale qui n'en est finalement pas vraiment une parce que au bout d'un moment j'ai quand même réussi à comprendre toute seule. Je me suis ennuyée dans cette histoire quasiment du début à la fin, j'ai trouvé que c'était assez plat. Alors oui, les auteurs évoquent des thèmes assez intéressants comme l'oscillation entre le succès et l'échec, entre les représentations sous les feux de la rampe et les petits drames personnels dans les coulisses. Mais même si la cadence s'est brutalement accélérée sur la fin, je dois dire que je n'ai vraiment pas été réceptive et vraiment pas été touchée par la fin de cette histoire. Personnellement, je me sens extrêmement mitigée et vraiment perplexe de ce livre qui n'a pas su me toucher. Je me suis ensuite plongée dans Le secret de la Dame en rouge qui est sorti aux éditions Scrinéo et qui m'a été offert dans le cadre du club des lecteurs dont je fais partie cette année. J'ai commencé ce livre au retour des Imaginales, je l'ai terminé quelques jours après. Autant vous dire que je l'ai adoré, ça a été un formidable coup de cœur pour moi, j'étais vraiment très confiante avant de commencer cette histoire et j'ai envie de vous dire que non, je ne l'ai pas dévoré, je l'ai lu vraiment tranquillement en la savourant parce que c'était tellement extraordinaire que je n'avais absolument pas envie de quitter ce livre. C'est un récit écrit par Béatrice Beauté qui oscille entre 3 genres, fantastique, historique et policier. On est à la fin du 19e siècle. Violette qui est une jeune fille, une adolescente même, qui s'est enfuie de sa famille dans le but d'échapper à un mariage arrangé avec un homme qu'elle déteste. Elle est donc montée se réfugier à Paris et elle a été prise sous l'aile d'une femme qui va l'embaucher pour son talent de devineresse, étant donné que Violette a la capacité de voir le passé mais également l'avenir dans l'eau. C'est pourquoi Violette va devenir la fameuse Dame en rouge qui va intervenir dans les cercles les plus hauts de la société dans le but de faire des prédictions.
Et en parallèle, on a Florimond, qui est un jeune homme un petit peu plus âgé qu'elle, qui est journaliste dans Paris. Alors lui, il aime bien travailler, surtout la nuit. Il travaille également de manière occasionnelle avec la police, étant donné qu'il sort toutes les nuits. Il a ses oreilles et ses yeux qui traînent un petit peu partout et il fait un formidable espion. Il va d'ailleurs mettre à jour une série de meurtres sanglants qui vont le conduire à mener l'enquête et à rencontrer Violette. J'ai adoré le style d'écriture de l'auteur, je l'ai trouvé particulièrement bien visuel. L'ambiance parisienne de cette fin de siècle est très bien restituée. Réellement, je me serais crue là-bas avec Violette, avec Florimond. J'ai vraiment adoré l'écriture qui m'a transportée d'un bout à l'autre, à tel point que j'avais vraiment du mal quand je me mettais à lire, à émerger de cette lecture pour faire autre chose. Je ne vous cache pas que ce qui m'a beaucoup intéressé également dans ce récit, c'est le milieu de la voyance qui est particulièrement bien exploité dans ce livre, particulièrement intéressant également. Donc on va découvrir à travers Violette le don et la faculté de lire dans l'eau, mais voilà, face à des personnes comme Violette qui possèdent un don réel, ce mélange et s'entremêle énormément de charlatans. Violette est un personnage que j'ai adoré découvrir. Elle paraît un petit peu naïve, un petit peu ingénue comme ça à vue de nez, mais en réalité elle a une conscience vraiment aiguisée de la situation dans laquelle elle s'est elle-même fourrée et a une volonté farouche de gagner son indépendance dans une société où la place de la femme est réellement très contestée. Je suis un petit peu plus réservée concernant le personnage de Florimond. Alors certes, son duo avec Violette fonctionne, je trouve que ces deux personnages vont super bien ensemble, mais Florimond, à part entière, m'a laissé un petit peu sur la retenue, c'est-à-dire qu'il est pas très fut-fut, il est pas très débrouillard, mais bon voilà, je lui pardonne parce qu'il va super bien avec Violette. Je pense ne pas me tromper si je vous dis que ce livre est un one-shot, en tout cas la fin est juste parfaite, elle n'appelle pas spécialement de suite, mais voilà, je vous le dis, je vous le répète, ce livre a été un formidable coup de cœur pour cette ambiance vraiment incroyable, riche, colorée. C'est un récit très rythmé, extrêmement dynamique, l'intrigue est bien ficelée. Je ressors de ce récit absolument conquise et je serais la première avis s'il pouvait y avoir une suite dans la même ambiance, dans le même cadre, faisant intervenir une seconde fois ces personnages, qui sait, pour une toute autre enquête peut-être. Je me suis ensuite plongée dans un livre que j'ai tiré il n'y a pas très longtemps dans ma saga Bookjar, qui est le tome 2 du Cercle des Canailles, une série de romances historiques écrites par Sarah MacLean et sortie aux éditions J'ai lu. Alors, ma lecture du premier tome remontait à janvier 2015, donc j'attendais avec patience que ma saga Bookjar me permette de tirer la suite au sort, donc ça a été chose faite. Et pour rappel, j'ai tiré au sort la semaine dernière, si je ne m'abuse, le tome 3, donc je serai amenée à poursuivre vaille que vaille cette série sans avoir à attendre encore 2 ans. Concernant ce livre, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Chacun des 4 tomes de cette série porte sur l'un des propriétaires du célèbre club de jeu L'Ange Déchu. Cross est à l'honneur dans ce tome 2 et il va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Philippa, Pippa pour les intimes, qui va se marier à un jeune aristocrate dans 14 jours. Et Pippa a pour particularité d'avoir un esprit scientifique particulièrement aiguisé et elle a très envie de découvrir la manière dont on peut contenter son mari avant le mariage. Elle va donc évidemment jeter son dévolu sur Cross, qui est un débauché notoire, afin de l'instruire sur le sujet qui l'intéresse. Alors j'ai trouvé le point de départ de cette histoire absolument originale et très drôle. D'ailleurs il y a beaucoup d'humour dans ce tome 2, on est amené à assister à des scènes particulièrement cocasses. Le pauvre Cross se trouve complètement démuni, c'est-à-dire qu'il se demande un petit peu ce qui lui tombe dessus, pourquoi moi et pourquoi toi en gros. Et Pippa, elle est assez ingénue et elle m'a fait vraiment rire à de nombreuses reprises. Après c'est vrai que en 2017, c'est facile de lire un récit comme ça et de se dire oh là là, c'est un peu ridicule sur les bords, mais remettons les choses dans leur contexte. À l'époque, on ne parlait pas des choses sexuelles de manière courante avec ses amis ou avec les personnes de sa famille. C'est vrai que c'était un sujet qui était évoqué et vécu tout simplement dans l'intimité d'un couple marital. Donc forcément pour l'époque, le fait que Pippa exprime certaines curiosités sur la chose et une envie farouche de comprendre un petit peu en quoi ça consiste,
ça peut paraître assez étrange alors que à notre époque ça paraît absolument anecdotique et absolument normal en fait. Alors autant j'ai trouvé ce récit tendre, touchant et mignon tout plein, autant j'ai trouvé que le récit tournait quand même pas mal en rond. Oui, c'était sympa, mais au bout d'un moment on avait fait le tour de la question quand même et j'ai trouvé qu'il y avait certaines petites longueurs. Et ça ronfle, et ça ronfle. C'est dur la vie, hein. Ah ouais. J'ai eu une semaine de congé à la fin du mois de mai, donc en fait juste après les Imaginales, qui m'a permis de lire Les Petites Reines écrit par Clémentine Beauvais et sorti aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Ce livre, vous me l'aviez choisi pour intégrer ma pile à lire printanière, c'était je crois l'avant-dernier livre de cette palle. Je me suis donc mise à la tâche avec plaisir parce que j'étais très curieuse de découvrir ce récit dont on a déjà beaucoup entendu parler. L'héroïne de cette histoire s'appelle Mireille, elle a été élue boudin par un concours organisé dans son école pour la 3e année consécutive. Cette année elle est boudin de bronze et elle va faire la connaissance du boudin d'argent et du boudin d'or qui sont deux autres filles de son école qui, comme elle, n'ont pas un physique particulièrement avantageux et leur infortune va rapprocher ces 3 jeunes filles qui vont sympathiser et qui vont se fixer comme petit challenge de s'incruster à la garden party organisée par la présidente de la République le 14 juillet à Paris. Et elles vont décider de faire le trajet en vélo, donc de leur ville de Bourg-en-Bresse à Paris. Alors comme peut l'indiquer un petit peu ce résumé, l'histoire est particulièrement décalée, particulièrement loufoque. Ce qui est très marquant dans cette histoire, c'est vraiment le personnage de Mireille. Alors là, c'est un personnage à part entière. Elle est particulièrement haute en couleurs, elle possède un bagou assez incroyable, elle a un bon sens de l'autodérision. Elle est tout à fait consciente de ne pas posséder un physique agréable à l'œil, mais elle sait tout à fait prendre du recul face à ça et elle est la première à en rire. Donc finalement c'est un road trip assez rocambolesque, il se passe des choses quasiment à chaque page. Le road trip en lui-même m'a plu, mais je ne l'ai pas trouvé inoubliable non plus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne la dynamique de cette histoire, on a un petit côté répétitif sur les bords et je me suis un petit peu moins laissée embarquer par la seconde partie. La fin m'a pas tant plu que ça, c'est-à-dire que j'attendais autre chose et j'étais un petit peu déçue de la manière dont ça s'est passé, même si voilà, la fin est tout à fait justifiable et d'ailleurs très bien justifiée par l'auteur. Quand même extrêmement apprécié le fait que l'auteur évoque, grâce à ce parcours un petit peu initiatique, des thèmes sensibles, des thèmes assez forts comme le harcèlement scolaire, comme le handicap, l'impact que peuvent avoir les médias et les réseaux sociaux et également et bien entendu le culte de la beauté. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Remember Yesterday, écrit par Pintip Dune et qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Lumen. C'est le tome 2 de la trilogie dont j'ai lu le premier tome en février 2016. J'avais adoré le premier tome, mais c'est vrai que j'étais assez inquiète en débutant cette histoire parce que mes souvenirs étaient vraiment très limités de ce qui se passait comme événement dans ce premier tome. Mais heureusement, si ça peut vous rassurer et si vous êtes comme moi, il y a énormément de rappels. C'est une trilogie de science-fiction dans laquelle Cally, lors de son 17e anniversaire, comme tous les jeunes de son âge, a obtenu un souvenir envoyé par son moi futur dans lequel elle s'est vue assassiner sa petite sœur alors qu'elle adore tout simplement sa petite sœur. Elle a donc tout fait pour essayer de contrer son destin à l'aide de son ami Logan et elle a finalement réussi à venir à ses fins. 10 ans ont passé depuis la fin du premier tome et la petite sœur de Cally est en vie. Sa petite sœur s'appelle Jessa et c'est tout simplement l'héroïne de ce tome 2, donc ça m'a fait un petit peu bizarre de la suivre comme héroïne. Je m'attendais pas forcément à ça, mais au final, une fois que je me suis remise la fin du premier tome en tête, ça paraissait finalement aller de soi. J'avais adoré le personnage de Cally, je me demandais si Jessa allait être à la hauteur et au final elle a complètement dépassé mes attentes puisque je l'ai adorée elle aussi. Elle manque de confiance en elle, c'est une adolescente assez introvertie, quoique très agréable d'ailleurs,
J'ai un petit peu l'impression que Cady c'est la fille prodige et du coup elle ne se sent tout simplement pas à la hauteur. Ce qui m'a fait mettre rien de moins que la note de 5 sur 5 à ce livre, donc oui la note maximale, même si ce n'a pas été un coup de cœur, même si voilà c'est vraiment pas passé loin du tout. Vraiment le rythme est super soutenu, c'est-à-dire que c'est difficile de reprendre son souffle et de reposer ce bouquin une fois qu'on l'a ouvert. Les actions s'enchaînent à un rythme mais de dingue, ça n'arrête pas entre action, rebondissement, révélation en pagaille. Je ne savais absolument plus où donner de la tête. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a des révélations qui permettent de mettre en lumière des événements qui se sont déroulés dans le premier tome et qui à l'époque de ma lecture du premier tome m'ont semblé absolument anodins, mais qui prennent ici tout leur sens. Et ça, j'adore quand il y a des échos comme ça entre bouquins, c'est génial. J'ai adoré et c'est vraiment rare qu'un tome 2 dans une trilogie me tienne autant en haleine que celui-ci. Laissez-moi vous dire que là, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible de faire mieux que ce tome-là et je ne sais absolument pas ce que nous réserve le tome 3, mais je pense que ça va juste être absolument fantastique. Il me tarde vraiment que le tome 3 sorte pour avoir le fin mot de cette histoire, parce que là, je vous dis, je suis passée à ça du coup de cœur. Je sais même pas pourquoi j'ai pas ressenti un coup de cœur. Un coup de cœur c'est difficile à expliquer, ça se ressent ou ça se ressent pas, je l'ai pas ressenti, mais il n'empêche que c'était quand même juste génial. Et je termine cette vidéo avec La Promesse, qui est un livre écrit par Mia Sheridan qui m'a été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Alors de cet auteur j'ai déjà été amenée à lire Léo. Mia Sheridan s'est surtout fait connaître avec son livre Archer's Voice que je possède depuis X temps. Je me le suis acheté il y a bien longtemps maintenant, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Donc je ne sais pas s'il est aussi bon qu'il semble l'être. En tout cas, j'avais été assez déçue par Léo. Il faut dire que j'ai mis la note de 3 sur 5 à cette histoire, qui a su me satisfaire davantage que Léo, sans pour autant me charmer complètement. Kira souffre de difficultés financières, elle n'arrive vraiment pas à joindre les deux bouts et même si elle est issue d'une famille riche, elle ne tient pas du tout à demander de l'aide à son père avec lequel elle n'entretient pas de bonnes relations. Pour Kira, la seule solution pour s'en sortir, c'est le mariage. Alors pourquoi le mariage? Tout simplement parce que sa grand-mère en décédant a légué l'intégralité de son héritage à Kira, mais celle-ci ne pourra le toucher qu'en remplissant une clause qui est de se marier. Elle va donc faire un mariage de raison et pas un mariage de passion et elle va jeter son dévolu sur Grayson, qui est un jeune homme qui a hérité d'un vignoble familial qui est en faillite et qui donc lui aussi a bien besoin d'argent. Si leur accord a été précautionneusement pesé et pensé, Kira et Grayson vont se heurter à un problème majeur, leur personnalité respective. En effet, ils vont avoir bien du mal à s'entendre. Alors, ce qui a fait en sorte que j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre, c'est l'ambiance et l'atmosphère. En fait, j'ai trouvé que ce récit était assez pesant parce qu'il est rempli de confrontations entre Kira et Grayson, entre tentatives d'intimidation et règlement de compte et disputes. C'était assez... c'était un petit peu lourd à lire. C'est pour ça que j'ai mis plus de temps que d'habitude à venir à bout de ce récit. Bon, certes, c'est une grosse brique, en plus de ça, c'est écrit particulièrement petit. Toute la première partie m'a donc semblé particulièrement longuette, mais j'ai beaucoup plus accroché à cette histoire à partir du moment où Kira et Grayson ont enfin commencé à se rapprocher, sachant que j'ai adoré le personnage de Kira qui m'a semblé particulièrement solaire. Elle est gentille comme tout, elle a le cœur sur la main, altruiste, généreuse, fofolle, candide. Les adjectifs sont vraiment nombreux pour la décrire. J'ai eu quand même un peu plus de mal avec Grayson. J'ai l'impression que je vous dis ça de toutes mes dernières lectures en fait. Le personnage féminin me va bien, mais le masculin, pas trop quoi. La dernière partie m'a malheureusement fait grincer des dents parce que là où je pensais que tout allait enfin bien se passer, et ben non, c'était sans compter sur tout un enchaînement d'actions qui m'ont complètement sapé le moral. Je pense que j'ai pas arrêté de me dire à un moment de ma lecture, pendant à peu près une vingtaine ou une trentaine de pages, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Et au final, si, on y est arrivé, mais purée, qu'est-ce que ça a été difficile. Donc voilà, le fait que ça a été laborieux comme ça, c'est ce qui m'a fait malheureusement baisser ma note. Plus, donc comme j'ai pu vous le dire, le climat tendu. Tout ça additionné, ça a fait que j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire afin de me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui et ce que vous avez pu en penser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Sale chien qui ronfle. Chien qui ronfle.
Quand je vous ai dit que c'était trop dur la vie. Ça y est, hein? La vidéo elle est finie, tu t'es réveillé. T'es comme mes lapins toi. Y'a qu'après que tu fais plus de bruit.